Il est 3h17 lorsque le porte-avions USS Theodore Roosevelt glisse dans les eaux noires du golfe d'Oman, tout feu réduit, son pont d'envol baigné d'une lueur rouge à peine perceptible sous le ciel nocturne. Autour d'elle, les navires d'escorte se déploient comme des ombres d'acier. La mer est calme, presque trop calme. Sur la passerelle, le géant maintient son cap et sa vitesse, traçant un sillage blanc et net dans l'obscurité. Aucun projecteur n'éclaire le pont. Aucune transmission radio superflue ne traverse les ondes. Chaque appareil arrimé repose sous une lumière tamisée, ailes repliées, et les équipes d'armement se déplacent avec prudence entre les points d'amarrage. Cette nuit va se dérouler en plusieurs actes, et le premier commence sous la surface, là où personne ne regarde jamais vraiment. C'est la phase de la détection. À bord du destroyer de tête, un navire de classe Harley Burke qui protège le flanc bâbord arrière du porte-avions, un opérateur sonar se penche brusquement sur son écran. Une trace ténue vient d'apparaître sur l'affichage passif. Basse fréquence, intermittente, relèvement 286 degrés, profondeur inconnue. Au début, cela pourrait n'être qu'un artefact parmi tant d'autres, car le golfe d'Oman en est saturé. Trafic marchand, relief sous-marin, couches thermiques, bruit d'hélices lointaines qui rebondissent comme des fantômes dans l'eau. Mais ce signal a un rythme. Pas fort, pas rapide, juste assez régulier pour que l'homme retienne son souffle une demi-seconde. Il le consigne aussitôt. Contact sous-marin possible, relèvement 286 degrés, écho faible, classification inconnue. Dans le centre d'opération, personne ne réagit avec emphase. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un bâtiment de la marine américaine. Pas de cris, pas de panique, seulement des regards qui se tournent vers les écrans, des doigts qui parcourent les consoles, des officiers qui vérifient l'heure, le relèvement, la vitesse. 37 secondes plus tard, un deuxième contact surgit, venu du sud-est, puis un troisième. La salle se tait, du silence particulier que seul un navire de guerre connaît, celui où les radios continuent de grésiller et les ventilations de ronronner, mais où chacun comprend soudain la forme qui se dessine sur l'écran tactique. 3 contacts immergés, 3 relèvements différents, tous se refermant lentement sur le groupe aéronaval. On croirait presque une scène que l'on a déjà vécue quelque part, cette sensation glaçante de sentir un danger avant même de le voir, comme lorsqu'on marche seul dans une rue et qu'on perçoit un pas derrière soi avant d'en avoir la preuve. La situation de surface, elle, est limpide. Aucun bateau de pêche, aucun trafic marchand sur ces relèvements, aucun sous-marin ami annoncé dans ce secteur, aucun exercice programmé, aucune balise, aucun transpondeur. Rien ne justifie que 3 échos sous-marins convergent vers un porte-avions américain à 3 heures du matin. L'alerte se propage instantanément sur le réseau du groupe de combat. Le porte-avions ne dévie pas. C'est la première règle. Ne jamais montrer la peur, ne jamais surcorriger, ne jamais offrir à l'adversaire la preuve que son ombre a modifié votre trajectoire. Mais autour de lui, le bouclier commence à se resserrer, degré par degré. Un destroyer s'écarte légèrement vers tribord. Un autre ajuste sa vitesse pour couvrir l'arrière du porte-avions. Un croiseur, au centre de la formation, active pleinement ses senseurs. À 3h19, le premier contact modifie à peine sa vitesse, une légère accélération, puis se stabilise à nouveau. Ce détail en dit plus qu'une manœuvre spectaculaire n'aurait pu le faire. Une baleine n'ajuste pas sa vitesse en réaction à une formation de guerre. Un simple bruit océanique ne conserve pas un relèvement stable. Ceci est un mouvement contrôlé, humain, militaire. Le commandant de la lutte anti-sous-marine ordonne alors, d'une voix froide et posée, le passage en condition 1. Sur chaque escorteur, les marins se mettent en mouvement avec une précision d'entraînement. Les équipes sonars passent de la surveillance de routine à la préparation active. Les systèmes de défense anti-torpilles sont vérifiés, les leurres préparés, les équipages d'hélicoptères réveillés et dirigés vers les postes de vol. Personne n'annonce le danger à l'équipage. Il se ressent, simplement, comme une pression dans l'air. Vient ensuite la phase du resserrement, celle où la formation cesse de se déplacer en groupe pour devenir un véritable bouclier. À 3h21, l'antenne remorquée du destroyer capte un écho plus net venu du contact nord. Une hélice tournant lentement,
une signature possible de sous-marin diesel électrique, discrète mais pas invisible, le genre de trace que pourrait produire un petit sous-marin iranien naviguant sur batterie, cherchant à rester sous la couche thermique et dans le bruit ambiant de la mer. L'estimation de distance tombe, 32 000 nautiques. À cette allure, le contact pourrait entrer dans une zone de tir potentielle en moins d'une demi-heure. Le temps avant la zone de danger est annoncé, 26 minutes. Sur le Theodore Roosevelt, le commandant est déjà présent dans le centre de direction du combat. L'amiral se tient derrière l'écran principal, immobile, le regard fixé sur les 3 contacts qui se précisent. Autour de lui, les officiers reconstituent la géométrie de la menace. Un sous-marin approchant par bâbord, un autre se rabattant vers l'arrière, un troisième plus profond, plus lent, en retrait, comme un guetteur attendant que les 2 premiers forcent le porte-avions à virer. Ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est un piège savamment posé. Les Iraniens ne sont pas arrivés en force, ils sont venus dans le silence, patiemment, utilisant l'obscurité, la température de l'eau et la taille même du porte-avions contre lui. Un porte-avions est puissant, mais il est aussi immense. Il ne peut ni se cacher, ni s'arrêter net, ni esquiver comme une vedette rapide. C'est pour cela qu'il ne navigue jamais seul. À 3h23, le premier hélicoptère Seahawk MH-60 Romeo reçoit l'autorisation de décoller. Ses pales commencent à tourner sur le pont du destroyer, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, hachant l'air nocturne. L'équipage porte des jumelles de vision nocturne. L'opérateur senseur charge déjà le premier schéma de recherche sonar. L'appareil s'élève dans l'obscurité et vire bas au-dessus de l'eau. En dessous, les 3 contacts continuent de se rapprocher. Puis le destroyer passe en mode actif. Une impulsion sonare frappe l'océan noir, se propage plus vite que n'importe quel avertissement, heurte du métal, se disperse, revient. Sur l'écran, les traces s'affermissent. 1, 2, 3. L'opérateur sonar annonce, avec le calme d'un homme qui confirme ce que tout le monde redoutait déjà, que 3 contacts sous-marins sont désormais confirmés, formant une trajectoire de rapprochement. Personne ne tire, personne n'en a besoin, pas encore. Car à cet instant précis, le piège vient déjà d'échouer dans son premier objectif. Les sous-marins ne sont plus des fantômes. Le Theodore Roosevelt n'est plus simplement en train de traverser le golfe d'Oman. Elle est traquée, mais désormais, les chasseurs ont été repérés. La géométrie du piège devient plus claire encore à mesure que la nuit avance. Le premier sous-marin iranien approche par l'ouest, lent et silencieux, se dissimulant dans l'ombre acoustique même du porte-avions. Le deuxième cherche à se placer dans l'arc arrière, l'endroit le plus vulnérable lors d'un virage forcé. Le troisième reste en profondeur, à la limite de la couche thermique, comme s'il observait la réaction américaine avant de s'engager. Ce n'est pas un hasard, c'est une pression coordonnée. Le commandant de la lutte anti-sous-marine, penché sur l'écran du centre de combat du destroyer, résume la situation sans détour. Le premier contact tient sa position, le deuxième manœuvre, le troisième reste en profondeur. Le plan iranien devient limpide. Pousser un sous-marin vers le flanc bâbord pour forcer un escorteur à s'écarter, menacer l'arc arrière avec le deuxième et garder le troisième caché comme la véritable menace, attendant une brèche dans l'anneau protecteur. Une idée ancienne, remise au goût du jour avec de la patience moderne. Ne pas attaquer le porte-avions directement, attaquer la formation qui l'entoure. À 3h26, la passerelle reçoit la mise à jour tactique. Le commandant n'ordonne aucun virage. L'amiral n'autorise aucune ouverture de feu. Le groupe garde son calme, car le calme, face à un adversaire qui cherche à provoquer une réaction, devient une arme à part entière. L'ordre tombe. Maintenir le cap, resserrer l'écran anti-sous-marin, ne pas s'étirer. Les destroyers ajustent encore leur position. L'un avance pour élargir la couverture sonar, un autre ralentit légèrement pour améliorer le rendement de son antenne remorquée. Le croiseur reste proche de l'axe central, maintenant la surveillance aérienne pendant que les destroyers se concentrent sous la surface. La mer paraît vide en surface. En dessous, elle se referme. Sur le pont du premier destroyer, le Seahawk survole l'eau à basse altitude, feu de navigation tamisé, équipe senseur déjà connectée au réseau du groupe de combat.
Sa mission est simple en théorie et redoutable dans son exécution. Placer des capteurs là où les navires ne peuvent pas aller, larguer des bouées acoustiques devant les contacts et transformer l'océan noir en carte lisible. La première bouée touche l'eau à 3h27, puis une deuxième, puis une troisième. De petites éclaboussures disparaissent dans la nuit, mais sur les écrans, l'océan commence à parler. Chaque bouée écoute depuis une position différente. Chacune ajoute une couche de vérité acoustique. Le premier retour est faible, le deuxième plus net. Le troisième capte une pulsation mécanique lente venue du contact ouest. Rotation d'arbres, pompe, un sous-marin qui s'efforce très fort de ne pas ressembler à un sous-marin. L'opérateur consigne aussitôt le bruit de machinerie, cohérent avec le contact numéro 1. La classification évolue, de sous-marin possible à sous-marin probable, probablement hostile. Sur le pont d'envol, les équipes continuent de travailler sous éclairage rouge. Les appareils restent arrimés, mais les équipages d'alerte se tiennent désormais tout près des avions prêts à décoller. Sous le pont, les soutes restent verrouillées. Les équipes de sécurité incendie rejoignent leurs postes assignés. Personne ne court. Courir gaspille l'énergie, et la marine américaine entraîne ses marins à se déplacer vite sans jamais donner l'impression de se presser. À 3h29, le contact 2 change de cap, seulement 5 degrés, mais cela suffit. Le sous-marin qui suivait l'arrière a réagi à l'ajustement de l'écran américain, se décalant pour rester hors de l'angle sonar optimal du destroyer tout en maintenant la pression sur l'arrière du porte-avions. Ce petit virage révèle une chose essentielle. Les Iraniens observent la formation en temps réel. Ils ne dérivent pas vers le danger, ils le choisissent délibérément. Le commandant anti-sous-marin avertit sur le circuit. Il manœuvre en réaction à notre écran, tenir la discipline, ne pas poursuivre. Car c'est précisément le piège. Un chasseur de sous-marins veut se rapprocher. Un commandant de destroyer veut forcer la cible à fuir et à faire du bruit. Mais si un escorteur se précipitait vers le contact 2, un espace s'ouvrirait près du porte-avions. Si un autre se dirigeait vers le contact 1, le troisième sous-marin pourrait trouver son couloir. Alors les Américains font quelque chose de plus dangereux, pour le plan iranien, que la poursuite. Ils refusent de se laisser disperser. À 3h30, le Seahawk largue une nouvelle ligne de bouée devant le contact 2, formant non pas une poursuite, mais une barrière, un mur d'écoute sur la trajectoire probable du sous-marin. Le destroyer ne chasse pas le contact, il fait venir le contact vers les capteurs. C'est alors que le contact 3 disparaît. Pas affaibli, pas atténué, disparu. Dans le centre de combat, toutes les têtes se relèvent. Le sous-marin le plus profond a glissé sous la couche thermique, utilisant le changement de température de l'eau pour dévier le son loin des capteurs américains. Pendant quelques secondes, l'écran ne montre plus que 2 menaces, et c'est précisément à cet instant que la tension monte d'un cran, car le sous-marin disparu n'est pas le moins dangereux des trois. C'est celui qui se tenait en retrait, celui qui n'avait pas encore révélé tout son jeu, celui positionné comme une lame cachée derrière les deux autres. Le commandant anti-sous-marin autorise sans délai la recherche active sur le champ de bouée sud. L'écoute passive a rempli son rôle. Il faut désormais forcer le bâtiment caché à répondre. À 3h31, la première impulsion active pénètre dans l'eau. Le son roule dans l'obscurité, traverse la couche thermique, franchit le vide noir et revient vers les récepteurs qui attendent. Le retour est fragmenté, mais réel. Le contact 3 est toujours là, plus profond qu'avant, plus proche qu'avant, et maintenant orienté vers la trajectoire prévue du Theodore Roosevelt. Avant que quiconque ne puisse commenter, un autre bruit traverse le flux sonar, bref, métallique, mécanique. L'opérateur se fige un instant, puis transmet aussitôt l'information dans la chaîne de commandement. C'est le genre de son que toute équipe anti-sous-marine est entraînée à reconnaître. Une porte, un tube, un système d'armes qui pourrait s'ouvrir. Le rapport tombe quelques secondes plus tard. Transitoire possible de tube lance-torpille. Contact sud, je répète, transitoire possible de tube lance-torpille. Sur le Theodore Roosevelt, l'amiral observe l'écran tactique. 3 sous-marins ont tenté d'encercler un porte-avions américain dans l'obscurité. L'un d'eux pourrait maintenant se préparer à tirer, et la marine américaine dispose de moins de 30 minutes pour empêcher ce piège silencieux de se transformer en coup mortel.
S'ouvre alors la phase la plus tendue de la nuit, celle de l'alerte torpille. À 3h33, le message circule sur le réseau du groupe de combat comme une lame froide. Transitoire de torpille possible. Personne à bord du Theodore Roosevelt ne voit quoi que ce soit, aucun éclair à l'horizon, aucune explosion, aucun ennemi visible, seulement de l'eau noire, des lumières rouges sur le pont et un porte-avions qui continue d'avancer alors que quelque chose, sous la surface, vient peut-être de franchir la ligne entre la surveillance et l'attaque. L'écran se met à jour. Contact sud, relèvement 168 degrés, distance en diminution, préparation d'armes possibles. L'amiral ne hausse pas le ton. Il ordonne de confirmer la piste, de déployer les contre-mesures et de faire virer le porte-avions de 5 degrés sur tribord sans réduire la vitesse. L'ordre est chirurgical. Un virage de 5 degrés ne paraît spectaculaire pour personne de l'extérieur. Sur un navire de la taille du Theodore Roosevelt, il est presque invisible. Mais dans la lutte anti-sous-marine, 5 degrés peuvent tout changer. Compliquer une solution de tir, forcer un sous-marin à tout recalculer, transformer un tir propre en problème insoluble. Sur l'escorteur bâbord, l'équipe de défense anti-torpille est déjà en mouvement. Le système de leurre remorqué est déployé derrière le navire, projetant du bruit dans l'eau, imitant une cible plus grosse, plus attirante. Il n'est pas là pour impressionner. Il est là pour mentir de façon convaincante à la tête chercheuse d'une torpille, si torpille il y a. Il doit être plus bruyant que le porte-avions, plus alléchant que le porte-avions, plus crédible que le porte-avions. À 3h34, le premier Seahawk descend encore plus bas au-dessus de l'eau noire, en vol stationnaire juste au-dessus des vagues, le souffle du rotor traçant des motifs blancs sur la surface. À l'intérieur, l'opérateur senseur observe le tracé du contact se resserrer et choisit le point de largage suivant. Un petit cylindre tombe de l'appareil et frappe l'océan. Quelques secondes plus tard, il s'active. Le son plonge dans l'eau, heurte la couche thermique, se déforme, se disperse, revient en fragments. Le premier retour n'est que du bruit. Le deuxième est plus net. Le troisième livre quelque chose de réel. Un objet en mouvement à profondeur moyenne. Ni un leurre, ni la vie marine. Un sous-marin. L'équipage du Seahawk consigne le retour et le transmet instantanément par liaison de données. À bord du destroyer, le commandant anti-sous-marin observe le contact sud se préciser à l'écran. La classification change encore. Sous-marin probablement hostile. Le porte-avions ajuste sa route de 2 degrés supplémentaires. Toujours pas de panique, toujours aucune arme libérée, mais la posture entière du groupe de combat a basculé. Le Theodore Roosevelt n'est plus seulement protégé par des navires, elle est protégée par une machine en couche. Des destroyers en surface, des hélicoptères dans les airs, des antennes sonars dans l'eau et un réseau invisible de données qui les relie plus vite qu'aucune voix humaine ne le pourrait. Puis l'opérateur sonar capte un second son, rapide, linéaire, s'éloignant du contact sud. Pendant 2 secondes, chaque homme de la salle sonar se penche sur l'écoute. Cela pourrait être un leurre. Cela pourrait être une arme. La différence compte plus que tout au monde à cet instant précis, un peu comme ces moments où l'on doit décider en une fraction de seconde si un bruit dans la nuit est réellement une menace ou seulement le vent, et où l'on se demande, après coup, si l'on aurait réagi de la même façon. Le commandant anti-sous-marin tranche. Traité comme torpille possible, exécuter le plan d'évasion. Le destroyer le plus proche vire brutalement, projetant des embruns par-dessus son étrave, coupant l'axe de la menace, se plaçant délibérément entre la trajectoire supposée de l'arme et la route prévue du porte-avions. Son propre leurre hurle dans l'eau derrière lui. Le geste est calculé et dangereux. Un destroyer est construit pour prendre ce risque. Un porte-avions ne l'est pas. Sur le pont du Theodore Roosevelt, les équipes se baissent lorsque l'angle du pont change légèrement sous leurs pieds. Les chaînes se resserrent autour des pneus des avions. Les équipes d'armement se figent jusqu'à ce que le mouvement se stabilise. Sur l'îlot, les officiers de quart suivent les escorteurs à l'aide d'optiques de nuit et de répétiteurs radars. Personne n'a besoin d'explication. Chacun comprend que quelque chose, sous la surface, vient de forcer l'ensemble du groupe de combat à bouger. À 3h36, la trajectoire de la possible torpille dévie.
Soit le leurre fonctionne, soit le contact n'a jamais été une véritable torpille. Cette incertitude ne rassure personne. La marine ne survit pas en supposant le meilleur scénario. Elle survit en se préparant au pire et en le déjouant avant qu'il n'arrive. Le Seahawk immerge son sonar trempé, le câble filant dans l'obscurité. L'appareil tient sa position en vol stationnaire, luttant contre le vent, les embruns et les vibrations du rotor pendant que la tête sonar s'enfonce sous la surface. Puis vient l'impulsion active. Le retour frappe fort. Le sous-marin sud a changé de profondeur et viré vers l'est, tentant de se glisser sous l'ombre acoustique du sillage du porte-avions. Un mouvement intelligent, trop intelligent pour être ignoré. L'opérateur senseur le suit sur 2 impulsions supplémentaires. Le contact manœuvre, sa vitesse augmente, évasion probable. C'est à cet instant que le piège commence à se retourner. Jusque-là, les Iraniens choisissaient les angles, patients, silencieux, coordonnés. Mais désormais, l'un d'eux réagit. Et quand un sous-marin réagit, il fait des choix. Quand il fait des choix, il fait du bruit. Quand il fait du bruit, la marine américaine commence à construire son empreinte digitale. À 3h38, l'avion de patrouille maritime Poséidon P-8 arrive à haute altitude. Personne en surface ne peut le voir dans l'obscurité, mais sa présence transforme toute la traque. L'appareil commence à poser un champ de bouée acoustique devant le mouvement iranien, encadrant le sous-marin par le haut, pendant que les destroyers resserrent l'étau par les côtés. Chaque bouée devient une oreille supplémentaire, chaque retour une ligne de plus, chaque ligne rétrécit l'espace disponible. Le deuxième sous-marin iranien réagit en libérant un leurre. Une signature acoustique forte, nette, artificielle, fleurie au nord-ouest du groupe, clairement conçue pour attirer un escorteur hors de position. Le commandant anti-sous-marin ne mord pas à l'hameçon. Il ordonne de maintenir l'écran, de classifier le leurre et de l'ignorer. La formation américaine tient bon. Cette discipline fait toute la différence entre survivre à un piège et s'y enfoncer davantage. À 3h40, la voix de l'amiral traverse le circuit. Autorisation de poursuite active. Les mots sont calmes, leur signification ne l'est pas. À partir de cette seconde, la marine américaine ne défend plus seulement le porte-avions. Elle traque désormais les sous-marins qui avaient tenté de la traquer. Le Seahawk vire vers le sud, sonar trempé toujours immergé. Le destroyer oriente son étrave vers le contact. Le Poséidon élargit son champ de bouée et quelque part sous le golfe d'Oman, un sous-marin iranien entré dans la nuit comme prédateur entend désormais l'océan se remplir d'impulsions sonars américaines. Le piège n'est pas terminé, mais les chasseurs ne contrôlent plus rien. L'océan qui cachait les sous-marins iraniens se retourne maintenant contre eux. Débute alors la phase du renversement, celle où la traque change véritablement de camp. À 3h41, le golfe d'Oman n'est plus une simple étendue d'eau vide sur un écran. C'est devenu une grille. Chaque bouée, chaque hélicoptère, chaque antenne remorquée, chaque retour passif alimente désormais la même image tactique, avec le Theodore Roosevelt en son centre, toujours en mouvement, toujours protégé, refusant obstinément d'offrir au piège la réaction qu'il avait été conçu pour provoquer. Au-dessus de l'eau, le premier Seahawk maintient un vol stationnaire bas au sud du groupe, son sonar trempé suspendu sous les vagues. Le second Seahawk est déjà en l'air, décollant du pont d'un destroyer, cabine tamisée, équipage entièrement absorbé par la chasse. Plus haut, le Poséidon élargit encore son champ de recherche, formant une boîte acoustique autour du contact sud. Sous la surface, le premier sous-marin iranien commet son erreur. Il accélère, pas beaucoup, mais suffisamment pour compter. Un sous-marin discret survit en restant lent, discipliné, en laissant la mer faire le travail de dissimulation. Mais sous la pression du sonar actif, avec un hélicoptère au-dessus de lui et un champ de bouée devant lui, l'équipage doit choisir entre le silence et la fuite hors de la boîte. Il choisit le mouvement. Les équipes sonar l'entendent instantanément. Une rotation d'arbres plus forte, un ton de machinerie plus net, un début de cavitation autour de l'hélice. Dans le centre de combat du destroyer, le contact se précise. Le commandant anti-sous-marin ne sourit pas. Il n'en a pas besoin. Le sous-marin vient de leur livrer le premier fragment de son empreinte. Chaque sous-marin a un son,
Non pas un seul, mais une collection de petites habitudes mécaniques. Pompe, vanne, moteur, roulement, la façon dont son hélice mord l'eau à certaines vitesses, la façon dont sa machinerie vibre à travers la coque. Pour la plupart des gens, ce n'est que du bruit. Pour une équipe sonar entraînée, c'est une identité. Le contact 1 n'est plus seulement un relèvement, il devient un dossier. À 3h43, le contact 2 tente de brouiller l'image en libérant un leurre acoustique fort, soudain plus brillant que tout le reste dans l'eau. Pour un opérateur inexpérimenté, on aurait pu croire que le sous-marin venait de sprinter au loin. Pour la marine américaine, cela ressemble exactement à ce que c'est. Trop propre, trop fort, trop parfait. Une fausse cible. Le leurre est classifié, la piste réelle maintenue. Le destroyer ne le poursuit pas. Le porte-avions ne vire pas vers lui. L'écran ne s'ouvre pas. C'est à cet instant précis que le plan iranien commence à perdre sa cohérence. Leur tactique reposait entièrement sur le mouvement. Attirer un escorteur, forcer un autre à couvrir la brèche, obliger le porte-avions à ajuster sa route, créer la confusion, ouvrir un couloir de tir. Mais les Américains gardent leur formation intacte. Ils préfèrent leur capteur à la panique. Le second Seahawk traverse la trajectoire prévue du Theodore Roosevelt et largue une nouvelle ligne de bouée entre le contact 2 et l'arc arrière du porte-avions. Les éclaboussures sont minimes, presque invisibles sous le ciel nocturne, mais l'effet est immédiat. Le sous-marin dispose désormais de moins d'options silencieuses. Il peut plonger plus profond, ralentir ou devenir plus bruyant. Aucun de ces choix n'est bon pour lui. À 3h45, le contact 3 réapparaît. Le sous-marin le plus profond, celui qui s'était volatilisé sous la couche thermique. Le retour est faible d'abord, puis se renforce à mesure que le champ de bouée du Poséidon commence à capter des fragments de son mouvement. Il se trouve plus à l'est que prévu, légèrement en avance sur la trajectoire du porte-avions. Cela confirme ce que l'équipe anti-sous-marine soupçonnait depuis le début. Le contact 3 ne se cachait pas pour échapper, il se cachait pour attendre. Il était positionné comme la pièce finale du piège, le sous-marin destiné à exploiter la brèche si les escorteurs se laissaient attirer ailleurs. Mais il n'y a plus de brèche. L'anneau protecteur du Theodore Roosevelt a tenu, et le bâtiment caché se retrouve maintenant pris en tenaille, par-dessus, par derrière et des deux côtés. C'est alors qu'un sous-marin américain invisible entre dans le jeu. Il ne s'annonce pas, il n'émet rien, il ne passe jamais en actif pour que tout l'océan l'entende. Quelque part sous la formation, un sous-marin d'attaque américain qui suivait discrètement la scène depuis un moment commence à transmettre ses données de pistage passif par des canaux sécurisés. Pour les Iraniens, la mer derrière eux paraît toujours obscure. Pour les Américains, le contact 3 a soudain une ombre. La mise à jour apparaît sur l'écran du commandant anti-sous-marin. Nouvelle corrélation passive, contact 3 confirmé, solution de filature en amélioration. Cela change tout. Le sous-marin iranien se croyait la lame cachée. En réalité, il était observé par derrière par quelque chose de plus silencieux, de plus rapide et de bien plus dangereux que ce qu'il avait imaginé. À 3h48, le premier signal d'avertissement pénètre dans l'eau. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas une explosion. C'est une impulsion sonar active, contrôlée, dirigée, envoyée par le destroyer, minutée avec précision, impossible à confondre pour tout équipage de sous-marins entraînés. Elle ne dit qu'une seule chose au commandant iranien. Vous avez été trouvé. Le contact 1 vire le premier, un lent changement de cap vers le sud-ouest. Pas encore une retraite officielle, mais assez pour que le tracé américain montre une séparation nette d'avec la route du porte-avions. Le contact 2 tient encore une minute, puis réduit sa vitesse et s'écarte de l'arc arrière, tandis que son leurre continue de hurler inutilement dans la mauvaise direction et que le véritable sous-marin s'éloigne discrètement de la zone de pression. Seul le contact 3 reste sur sa ligne. À 3h52, il accélère brusquement. Pendant 10 secondes, toute l'image tactique se resserre à nouveau. Le contact 3 augmente sa vitesse. Sa nouvelle trajectoire coupe la route prévue du porte-avions. Le destroyer le plus proche du flanc tribord change de cap. Le Seahawk vire au sud. Le Poséidon largue une bouée supplémentaire. Le sous-marin américain qui suit le contact 3
ajuste sa position en silence, maintenant sa filature. Dans le centre de direction du combat du Theodore Roosevelt, l'amiral regarde la distance décroître, 18 000 nautiques, puis 17. L'autorisation de tir demeure verrouillée derrière la retenue, mais chaque système du groupe de combat est prêt. Les destroyers tiennent le contact. Les hélicoptères ont marqué l'eau. Le Poséidon a refermé la boîte. Le sous-marin américain tient la filature. Un mouvement agressif de plus de la part du bâtiment iranien et le golfe d'Oman cesserait d'être une confrontation tendue pour devenir une zone de destruction. À 3h54, le contact 3 change de cap, d'abord lentement, puis de façon décisive. Son étrave s'écarte de la trajectoire du porte-avions, sa vitesse retombe dans un régime plus discret. La ligne sonar dévie vers le sud. Le vecteur de menace se brise sur l'écran du centre de combat. Personne ne célèbre. Les équipes de quart continuent de suivre. Les hélicoptères continuent d'écouter. Les destroyers maintiennent leur écran serré. Car dans la lutte anti-sous-marine, on ne fait rien tant que l'adversaire dispose encore d'air dans ses réservoirs et d'armes dans ses tubes. Mais la vérité est déjà claire. 3 sous-marins iraniens étaient entrés dans l'obscurité pour tenter d'encercler un porte-avions américain. Désormais, tous les 3 s'en éloignent. Ils n'ont pas été détruits. Ils n'ont jamais été autorisés à s'approcher suffisamment pour agir. Ils ont été repérés, classifiés, encerclés et forcés d'admettre la réalité que redoute le plus tout commandant de sous-marin. Ils ne sont plus invisibles. Vient enfin la phase du retrait et du bilan. À 4h06, le Theodore Roosevelt maintient toujours son cap. C'est ce que les sous-marins iraniens n'ont pas pu changer. Le porte-avions ne s'est pas arrêté. Il n'a pas fait demi-tour. Il n'a jamais rompu sa formation, ni cédé à la peur l'eau qui l'entoure. Ses escorteurs restent serrés, ses hélicoptères restent en l'air, et son centre de combat demeure fixé sur une image tactique qui est passée du danger au contrôle. Le contact 1 est le premier à rompre franchement l'engagement, sa trajectoire s'incurvant vers le sud-ouest, sa vitesse réduite, sa profondeur changeant lentement alors qu'il tente de disparaître dans le bruit naturel de la mer. C'était le plus agressif des 3 au début, celui qui avait tenté de faire pression sur l'approche bâbord du porte-avions. Désormais, sa signature de machinerie a été enregistrée, le rythme de son hélice capturé, son comportement d'évasion consigné. Pour l'équipage iranien, cela ressemble peut-être à une survie. Pour la marine américaine, ce n'est qu'une donnée de plus. Le contact 2 suit quelques minutes plus tard, s'estompant vers les eaux profondes après l'échec de son leurre à attirer les destroyers américains hors de position. Cet échec compte, car il révèle exactement comment l'équipage iranien s'attendait à voir réagir une formation américaine. Il comptait sur le mouvement, sur la surréaction, sur un escorteur qui se lance à la poursuite d'un bruit, pendant qu'un autre laisse une brèche près de l'arrière du porte-avions. Cette brèche ne s'est jamais ouverte. L'écran a tenu. Le porte-avions a continué d'avancer. Le contact 3 reste le plus délicat, le bâtiment le plus profond, le plus patient, celui qui avait foncé vers la trajectoire prévue du porte-avions à 3h52 avant de virer au tout dernier moment. Même maintenant, il ne se retire pas complètement. Il dérive vers le sud par petits incréments, restant discret, gardant sa profondeur, testant si les Américains vont se relâcher. Il ne se relâche pas. Au-dessus de l'eau, le Seahawk maintient son orbite, le souffle de son rotor découpant la surface en traits argentés sous les premières lueurs grises de l'aube. Un second Seahawk se tient plus à l'est, gardant la trajectoire prévue du porte-avions. Plus haut, le Poséidon continue de tourner, son champ de bouée étendu comme une clôture invisible sur la mer. Chaque bouée écoute encore, chaque destroyer suit encore, chaque officier de quart reste éveillé. Dans le centre de direction du combat du Theodore Roosevelt, l'amiral se tient devant l'écran principal et observe le contact sud s'éloigner peu à peu de la trajectoire du porte-avions. Autour de lui, la salle travaille sans effusion. Les officiers radars surveillent le tableau aérien, les coordinateurs sonars mettent à jour l'historique des contacts, les spécialistes du renseignement notent les horodatages, les équipes de communication maintiennent le circuit propre. Il n'y a pas de discours de victoire, il n'y a que la procédure. C'est ainsi qu'un groupe aéronaval survit.
À 4h12, le sous-marin d'attaque américain qui suivait le contact 3 transmet une dernière corrélation passive. Le bâtiment iranien a réduit sa vitesse et changé de relèvement plus au sud. Son vecteur de menace est brisé, sa géométrie ne permet plus aucune attaque, son opportunité s'est évanouie. L'amiral donne un dernier ordre, maintenir la piste jusqu'à confirmation de la séparation. La traque ne s'achève pas parce que l'ennemi a tourné le dos. Elle s'achève seulement lorsque l'ennemi ne peut plus peser sur la situation. Sur le pont d'envol, le Theodore Roosevelt retrouve peu à peu son rythme. Les directeurs de manœuvre replacent les appareils. Les marins vérifient les arrimages. Les équipes d'armement reprennent leur travail avec la même précision maîtrisée qu'au plus fort de la menace. Un chasseur Super Hornet attend près de la catapulte, verrière fermée, pilote immobile, réacteur qui respire sous les lumières du pont. Le lever du soleil approche. L'eau noire du golfe d'Oman vire au gris acier. Le sillage du porte-avions s'étire derrière elle comme une longue cicatrice sur la mer. De loin, on croirait presque une matinée ordinaire en mer. Ce n'en était pas une. Pendant près d'une heure, 3 sous-marins avaient tenté de bâtir une boîte de tir autour d'un porte-avions américain, jouant de l'obscurité, de la profondeur, du silence, des couches thermiques, des leurres et de la patience. Ils avaient testé la formation depuis plusieurs directions, tenté d'attirer les escorteurs hors de position, poussé un contact suffisamment près pour forcer tout le groupe en posture anti-sous-marine complète. Et pourtant, le Theodore Roosevelt n'a pas été touché. Aucune torpille n'a frappé sa coque, aucun escorteur n'a été arraché à son écran, aucune panique ne s'est répandue dans la formation. Aucun sous-marin iranien n'a atteint la position dont il avait besoin. C'est là toute la différence entre une menace et un résultat. Une différence qui, en y repensant, ressemble à ce moment où l'on croit avoir tout perdu et où, finalement, la discipline et le sang-froid l'emportent sur la peur. À 4h20, le premier rapport complet de synthèse des contacts circule sur le réseau sécurisé. Il détaille les relèvements, les changements de vitesse, les estimations de profondeur, les indices de classe suspectés, le comportement des leurres et l'activité possible des tubes lance-torpilles. Le document paraît sec, clinique, presque banal. Mais dans ces lignes se trouve la véritable victoire. Les États-Unis ont recueilli les empreintes acoustiques des 3 sous-marins. Comment ils se déplacent sous pression, comment ils se dissimulent sous la couche thermique, comment ils déploient leurs leurres, comment ils se coordonnent avant que la formation ne se resserre, avec quelle rapidité ils se retirent une fois repérés par le sonar actif. L'Iran avait cherché à obtenir un avantage tactique. Il a fini par exposer tout son jeu sous-marin. C'est cette part de la guerre navale que la plupart des gens ne voient jamais. Le tir de missiles attire l'attention. L'explosion fait les gros titres. Mais c'est la collecte silencieuse du comportement de l'adversaire qui façonne le combat suivant avant même qu'il ne commence. Chaque son enregistré cette nuit-là sera étudié, catalogué, comparé, archivé. La prochaine fois qu'une signature semblable apparaîtra sous l'eau, la marine américaine la reconnaîtra plus vite, peut-être quelques minutes plus vite, peut-être seulement quelques secondes. Et en mer, les secondes décident souvent de tout. À 4h31, le contact 1 s'est éloigné au-delà de la zone de menace immédiate. Le contact 2 s'estompe vers le nord-ouest sous surveillance passive. Le contact 3 reste suivi, toujours observé, toujours contenu à distance par le sous-marin américain qui ne s'est jamais révélé aux Iraniens. La formation du Theodore Roosevelt se détend légèrement, sans pour autant se relâcher, simplement remise à niveau. Le porte-avions reste prêt à lancer ses appareils. Les destroyers restent en posture anti-sous-marine. Les hélicoptères restent en cycle. Le Poséidon conserve son schéma de vol jusqu'à l'ordre de dégagement. Le message est simple et sans équivoque. On peut approcher, on peut tester, on peut se cacher sous la surface, mais on ne peut pas présumer que la marine américaine est aveugle. À 4h45, le soleil se lève franchement à l'horizon. La lumière se répand sur le pont d'envol, effleurant les ailes repliées des Super Hornet, l'acier humide des catapultes et les visages des marins qui viennent de traverser une heure de combat que la majeure partie du monde n'entendra jamais. Le Theodore Roosevelt continue d'avancer. C'était là toute la réponse. Pas un discours venu de Washington, pas un avertissement tiré vers la mer, pas une déclaration publique de victoire,
seulement un porte-avions américain de 100 000 tonnes traversant des eaux disputées après que 3 sous-marins hostiles eurent tenté de l'arrêter et échoué. Les sous-marins iraniens étaient venus chercher une embuscade. Ils ont trouvé un groupe aéronaval déjà en éveil dans l'obscurité. Et quand le soleil s'est levé sur le golfe d'Oman, la marine américaine était toujours là, stable, silencieuse, maîtresse de la situation. On peut se demander, en regardant cette nuit se refermer sans un seul coup tiré, ce qui a vraiment gagné ce combat. La puissance des machines ou cette discipline presque invisible qui consiste à ne jamais céder à la panique quand tout autour de soi pousse à réagir dans l'urgence.